Bonjour, je me présente, je m'appelle Antoine Keller, je suis prof à Optimal Suspect en sciences industrielles et je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de cinématique. Donc cinématique, c'est un domaine que vous allez beaucoup voir, aussi bien pendant votre sup que pendant votre spé. Donc la cinématique, ça concerne tout ce qui est le mouvement des solides et le mouvement des points. Donc je vais commencer par faire un certain nombre de rappels sur les notions de position, de vitesse, d'accélération. Et ensuite, on ira sur les notions plus compliquées de changement de référentiel et de calcul de vitesse dans des référentiels plus éloignés. Bien, alors, pour commencer, on a les vecteurs position. Donc, si par exemple on choisit un point M dans un certain référentiel, l'écriture cartésienne de ces coordonnées, ça va être quelque chose comme x selon le vecteur x plus un certain y vecteur y plus un certain z selon le vecteur z, où x, y, z est une base. Donc une base, c'est tout simplement un triplet de 3 vecteurs unitaires et orthogonaux. Donc ici, on va essentiellement travailler avec des coordonnées cartésiennes, on ne va pas trop travailler avec des coordonnées polaires. Ça ne va pas nous empêcher de faire énormément de calculs. Donc je continue sur la notion de vitesse. Alors la vitesse, c'est une notion assez simple. On se dit que c'est tout simplement la dérivée de la position par rapport au temps. Alors c'est vrai que c'est une notion simple, mais il faut quand même un minimum de rigueur pour bien l'apprécier. Donc si je veux dire la vitesse du point M par rapport à un référentiel qu'on peut appeler R0, ça correspond à la dérivée de O0 grand M sur dt par rapport à R0. Alors, donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette formule. La première, c'est que quand on parle de vitesse, on ne peut pas parler de vitesse sans parler de référentiel. C'est une notion qui est vraiment intrinsèquement liée, puisque la vitesse dépend évidemment par rapport à quoi on la considère. Ensuite, un autre truc très important, c'est que lorsqu'on dérive un vecteur position, il faut évidemment qu'il y ait le point M qui apparaisse dans le vecteur position, mais il faut trouver un autre point. Et là, on a choisi le point O0, et il faut que O0 est un point fixe dans R0. Si votre point O0 n'est pas fixe dans R0, bah ça va conduire à plein de problèmes et plein d'erreurs de calcul. Donc c'est important. Et enfin, quand vous dérivez un vecteur par rapport au temps, il faut encore une fois indiquer quel est le référentiel par rapport auquel vous le faites. Très bien. Alors ensuite, après la vitesse, il y a une autre notion qui est la notion d'accélération. Donc la notion d'accélération, c'est tout simplement dériver encore une fois la vitesse. Donc on dérive la vitesse de m par rapport à R0 sur dt dans le référentiel R0. Et on peut également dire que c'est la dérivée seconde du vecteur position sur dt par rapport à R0. Donc voilà, soyez bien rigoureux sur l'écriture de ces trois notions. Alors, une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est la notion de vecteur taux de rotation. Bon, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les solides, entre eux, ils bougent les uns par rapport aux autres. Il y en a certains qui sont en translation par rapport à d'autres qui sont en rotation. Nous, on va essentiellement s'intéresser aux référentiels qui sont en rotation les uns par rapport aux autres. Et donc, comment ça marche quand on veut passer de l'écriture d'une vitesse dans un référentiel par rapport à une vitesse dans l'autre? C'est justement en utilisant ce vecteur taux de rotation. Alors, voici la formule qui est une des formules très importantes à connaître cette année, qui s'écrit comme celle-ci. La dérivée d'un vecteur u par rapport au temps dans le référentiel R1, donc je considérais R0 et R1 deux référentiels, c'est égal à la dérivée de u sur dt par rapport à R0, plus le vecteur taux de rotation de R0 par rapport à R1, vecteur LU. Et donc c'est justement ça qu'on appelle
le vecteur taux de rotation, ou le vecteur de rotation angulaire, c'est bon, ouais, assez indifférent. Rotation de R0 par rapport à R1. Donc ça, c'est une formule qui est vraiment fondamentale et on va l'utiliser en permanence. Mais alors là, ça c'est vraiment une formule mathématique. À quoi ça correspond en réalité un taux de rotation? Eh bien, imaginons tout simplement qu'on ait, deux solides qui tournent l'un par rapport à l'autre. Par exemple, on pourrait prendre un axe Z0 égale à Z1. Ce sont deux axes communs. On va écrire x0 ici, y0 là. Et puis par-dessus, on va introduire le référentiel R1 et donc les vecteurs x1 et y1. Avec entre les deux un petit angle, on va prendre par exemple θ. Ceci, c'est ce qu'on appelle une figure de changement de base, qui passe de la base 0 à la base 1. Donc, plusieurs points à retenir. Déjà, c'est qu'il faut absolument, quand on écrit ça, que ce soit une base directe. Qu'est-ce que c'est une base directe? C'est tout simplement qu'on va prendre x, y, z. Donc, c'est un sens direct. On pourrait également prendre y, puis z, puis x. Il faut absolument que ce soit direct, comme sinon ça va poser plein de problèmes dans les calculs, avec des angles négatifs, etc., des cosinus qui sont mauvais, et tout et tout. Également, je vous conseille aussi d'écrire votre figure de changement de base avec un petit θ. Ce sera sûrement plus facile pour faire des calculs dans les projections. Enfin, ça, c'est une question d'expérience, mais vous vous en rendrez compte plus tard. Alors, il y a quelque chose à noter. Comment on écrirait le passage de la base 1 à la base 0? Donc, autrement dit, comment on exprimerait le vecteur x1 en fonction des autres vecteurs de Z0, de R0, pardon. Eh bien, x1, on peut dire que c'est cosinus de θ selon x0. À cela, on ajoute sinus de θ selon y0. D'accord? Alors, comment on écrirait y1 maintenant? Eh bien, y1, si on le projette ici, on se rend compte qu'on a du sinus θ, mais du moins sinus θ, il s'oppose à x0. Et à ça, on ajoute la composante selon y0. Donc là, y1 est proche de y0, donc on va mettre cosinus de θ. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait écrire plutôt les formules de changement de base avec un petit angle. On va prendre genre en général une vingtaine de degrés. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est beaucoup plus facile pour écrire les cosinus et les sinus. Tout simplement que quand on prend le cosinus d'un petit angle, c'est assez proche de 1, et le sinus d'un petit angle, c'est quasiment proche, c'est proche de 0. Et donc là, ça va vous permettre plus facilement de savoir dans quel sens, si vous devez employer un cosinus ou un sinus. Donc par exemple, si on voulait prendre x0, on sait qu'entre x0 et x1, il y a qu'une sorte de proximité, quoi. On sent que ça va être très proche, ils sont quasiment collinéaires, et donc collinéaires et pratiquement dans la même direction. Donc on va prendre, on va dire, c'est cosinus de θ sur x1. En revanche, est-ce que x0 est proche de y1? Non. Et en plus, ils sont dans le sens opposé. Donc on va plutôt dire que ça va être moins sinus θ selon y1. Alors, comment on écrirait maintenant y0 en fonction de la base 1? Eh bien, y0, il est très proche de y1. Donc on va mettre un plus cos θ y1. Est-ce que y0 est proche de x1? Y0 n'est pas proche de x1, mais néanmoins, on sent qu'ils sont elles sont dans la même direction. Donc on va mettre plus sinus θ de x1. Alors si ces formules vous paraissent un peu rébarbatives, il faut savoir que c'est extrêmement utile et que méconnaître ces formules va vous conduire à faire énormément d'erreurs de calcul.
Donc je conseille vraiment de savoir ça sur le bout des doigts. Alors tout à l'heure, on a introduit la notion de vecteur taux de rotation. Alors comment on peut écrire ça ici, dans notre cas où on passe du référentiel 0 au référentiel 1 en faisant une rotation d'un angle θ. Et bien là, on a postulé que on introduisait le taux de rotation oméga 1 par rapport à 0 comme étant θ point de Z0. Donc θ point, c'est la dérivée temporelle de θ, dirigée selon le vecteur orthogonal à la figure. On peut également dire que c'est θ point selon Z1. Bien, donc ça va être vraiment très utile. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi alors, sur les taux de rotation, il y a une autre propriété. Eh bien, les vecteurs de taux de rotation respectent la relation de Chasles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple on a un solide 2 qui est en rotation par rapport au solide 1 et un solide 1 en rotation par rapport au solide 0, eh bien on va pouvoir compiler ces deux vecteurs de rotation en faisant un seul. Tout simplement en écrivant que oméga de 2 par rapport à 0 est égal à oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. C'est ici qu'on introduit les deux vecteurs. Relation qui va être également très utile dans bon nombre de nos calculs. Bien, alors je voulais vous présenter aussi un exemple d'utilisation de tout ce qu'on vient de faire auparavant. Alors imaginons qu'on ait donc un référentiel 0 comme ceci, donc on va écrire x0, y0. Et donc de ce centre, on va appeler grand O, ici, hein, on va mettre un bras articulé, on va appeler une distance L1, qui va vers un autre centre O1. On va appeler l'angle alpha à cet angle ici. Et donc x1, le vecteur mené par cet arbre. Et à ça s'ajoute qu'on va rajouter un deuxième référentiel avec un autre arbre. Et on va placer ici le point M. Sachant que O1 et M sont distants d'une longueur L2. Et là, à nouveau, on peut introduire un nouveau référentiel x2, y2, z2, avec ici un angle bêta par exemple. Donc en rotation par rapport à 1. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que 2 est en rotation par rapport à 1 est en rotation par rapport à 0. Donc au total, 2 va être en rotation par rapport à 0. Alors la première question que je vous pose, c'est de calculer, d'exprimer le vecteur OM. Alors ça, c'est une question qui vous paraîtra évidente plus tard. Donc effectivement, entre O et M, on n'a pas de distance, puisque cette distance ne va sûrement pas être fixe. Néanmoins, comment on va faire pour s'en sortir? On va tout simplement utiliser une relation de Chasles avec le vecteur position. Et on va utiliser le point O1. On peut écrire que c'est OO1 plus O1M. Alors OO1, on le connaît, ça fait L1 selon x1. Et O1M, ça fait L2 selon x2. Alors est-ce que ces vecteurs sont dans la même base? Non, mais bon, ça n'est pas demandé, donc pour le moment, on va s'en contenter. Alors, deuxième question, calculer la vitesse du point M dans le référentiel 0. Alors,
bah, on va revenir à la définition qu'on a introduite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la vitesse était la dérivée d'un vecteur position en utilisant un point fixe. Alors quel point fixe on va utiliser? Bah, le point O est un point fixe de R0. Dérivée de OM, je dérive par rapport au temps. Et j'oublie pas de rajouter que je dérive par rapport au référentiel R0. Donc autrement dit, ce que je suis amené à faire là, c'est qu'il faut que je dérive L1x1 plus L2x2 sur dt par rapport à R0. Bon. Alors une fois qu'on est là, bah, L1 est une constante, donc on peut dire que c'est L1 dérivé de x1 sur dt par rapport à R0 plus L2 dérivé de x2 sur dt par rapport à R0. Alors maintenant, comment on va écrire la dérivée de x1 sur dt par rapport à R0 et c'est l'autre dérivée hein. Eh bien, on va utiliser la formule que j'ai introduite tout à l'heure avec le vecteur taux de rotation. On dit que la dérivée de x1 sur dt par rapport à R0, c'est la dérivée de x1 sur dt dans le référentiel 1 plus oméga 1 par rapport à 0 vectoriel x1. Alors maintenant, mais que vaut la dérivée de x1 sur dt par rapport à R1? Eh bien, x1 elle est ici, et x1 en fait est un vecteur de R1. Donc est-ce que sa dérivée est nulle au cours du temps? Oui, évidemment, puisque c'est un vecteur qui est constant. Un vecteur constant, donc il appartient au référentiel, niveau 0. Que vaut oméga de 1 par rapport à 0? On a dit que c'était alpha point selon z, enfin selon z0, vectoriel x1. Maintenant, on va utiliser les produits vectoriels. Z vectoriel x, ça nous donne du plus y1. D'accord. Donc ça, c'est réglé pour cette partie-là. Maintenant, si on veut calculer la dérivée de x2 sur dt par rapport à 0, ça va être légèrement plus compliqué. Mais regardons plutôt. Alors, je vais appliquer encore une fois la formule. Je vais passer par référentiel 2. Ça va me permettre plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel x2. Que vaut la dérivée de x2 sur dt par rapport à R2? Encore une fois, ça fait 0, puisque x2 est fixe dans R2. Et maintenant, j'arrive avec oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel x2. Mais que vaut oméga de 2 par rapport à 0? Eh bien là, on utilise cette formule avec la relation de Schall entre les référentiels. Je dis que c'est oméga de 2 par rapport à 1. Que valait oméga de 2 par rapport à 1? 2 et 1 sont liés avec un angle bêta. Donc je vais poser bêta point selon z, plus oméga de 1 par rapport à 0, alpha point selon z0. À nouveau, je fais vectoriel x2. Et je tombe sur du bêta point plus alpha point selon z0 vectoriel x2. Z vectoriel x, ça fait du plus y. Donc ça me fait alpha point plus bêta point y2. Donc la réponse à cette question, la vitesse de m par rapport à R0 est égale à L1 alpha point y1 plus L2 alpha point plus bêta point y2. Alors ce qui pourra parfois vous être demandé, c'est de vouloir mettre toute cette écriture dans une seule base. On pourrait par exemple imaginer qu'on mette tout ça dans la base 1 ou même dans la base 0. Mais ça, vous savez déjà faire grâce aux formules qu'on a vues tout à l'heure de projection en changeant de base. Bien, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc par la suite, on verra plein d'autres choses de cinématique. On verra également les relations entre différents solides, les mouvements des uns par rapport aux autres. Puis après, on partira plus sur des liaisons intersolides. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt Optimal.